Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. La Banque des Territoires a lancé en octobre 2021 le premier accélérateur en France dédié au EdTech à impact Passerelle opéré par Make Sense. Son objectif ? Accompagner, conseiller et orienter 10 startups du secteur afin d'en accélérer le déploiement à plus grande échelle dans les territoires. Je suis Anne-Charlotte Monneret, DG du réseau EdTech France, l'association des entreprises qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast EdTech France. Alors aujourd'hui, nous allons échanger avec 2 entrepreneurs qui vont chacun imaginer un logiciel numérique pour répondre à une problématique bien précise dans le domaine du scolaire. Maya d'un côté pour aider les professionnels de la restauration collective à mieux gérer l'aspect administratif de leur métier, et Cantou de l'autre pour soutenir tous les enfants atteints de troubles 10 en les aidant à poursuivre leurs études au mieux. Bonjour Minache, bonjour Louis. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et ce que vous faites au quotidien pour soutenir l'éducation de tous les élèves, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat ? On va commencer par toi, Minache. Tu es ingénieur, si je ne dis pas de bêtises. Tu as travaillé plusieurs années pour Decathlon avant de créer ta propre société Cantou. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que t'as apporté cette première expérience chez Decathlon et quel a été le moment où tu t'es dit « là c'est le déclic, là je lance Cantou ». Oui, avec plaisir. Du coup, moi, je suis en formation en production industrielle. J'ai bossé chez Decathlon, notamment sur les sujets de achat liés aux produits métalliques. Donc, quelque chose d'assez technique. J'avais l'habitude de faire des audits des usines qui produisaient de l'acier et de l'alu. Et c'était une énorme expérience, notamment au niveau de gestion de projets internationaux, de savoir gérer des projets, travailler en équipe, tout ça. Mais ce qui me manquait dans cette expérience, c'était justement le côté mission, les côtés savoir qu'il y a un impact dans ce que je fais et que je contribue à vraiment un enjeu de la société. Et du coup, à côté de ça, j'avais mon collègue François qui travaillait déjà sur ces sujets, l'inclusion scolaire et développer un logiciel. Et ça à chaque fois que je l'entendais parler, ça me faisait rêver, ça me passionnait. Et je me suis dit, j'ai envie de mission comme ça qui me donne envie de lever le matin et d'avoir vraiment l'impression de contribuer. Donc voilà, c'est ça qui nous a motivés à lancer Cantou. Génial. Et ça, c'était en quelle année, Minache ? C'était en 2019. 2019. Et du coup, maintenant, Cantou est bien réel et bien sorti de terre. Est-ce que tu pourrais nous pitcher rapidement ce que vous faites, à quoi ça sert concrètement cet outil et à qui ça s'adresse ? Oui, donc Cantou, c'est un outil qui aide les élèves qui ont des troubles d'apprentissage, notamment les troubles 10, la dyslexie, la dyspraxie, l'autisme, même les troubles de l'attention. Et en fait, tous ces élèves, ils ont énormément à gagner à utiliser le numérique à l'école. Et l'idée avec Cantou, c'est de mettre tous les outils dont ils peuvent avoir besoin au même endroit. Comme ça, ils ont un environnement qui est vraiment dédié à eux, avec des couleurs, avec beaucoup de travail, d'économie, de design, pour qu'ils puissent vraiment se sentir, s'approprier de l'outil. Et du coup, réussir leur parcours scolaire, parce que c'est vraiment l'objectif, c'est d'éviter le décrochage scolaire et améliorer du coup la réussite des parcours scolaires. Génial, j'imagine que c'est plein de choses qui parlent à Louis aussi, qui va nous détailler un peu son parcours. Et pour justement conclure sur la gouvernance de ta structure qui date du coup de 2019, c'est une gouvernance qui a l'agrément ESUS, avec justement un fonctionnement participatif. Est-ce que c'était quelque chose qui était important pour toi dès le début ? Pourquoi avoir fait ce choix d'une gouvernance participative ? Alors moi, je trouve que c'est quelque chose d'essentiel dans le sens où on peut pas construire une entreprise à mission, une entreprise qui est vraiment engagée si même au sein de l'entreprise envers les salariés, on n'a pas d'une façon assez concrète ça dans le quotidien. Et du coup, c'était quelque chose de super important, même quand on a
créé la société dans les statuts, c'est bien écrit, on s'engage avec toutes les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Et la gouvernance participative, c'est quelque chose de hyper naturel. Donc nous, on a choisi de mettre en place un système ça s'appelle holacratie, et ça consiste très concrètement à fonctionner par pôle. Donc chaque activité de l'entreprise, comme le marketing, comme le design, comme le développement, en responsable de pôle, et toutes les décisions se sont prises en collectif avec chaque responsable de pôle qui viennent du coup participer, et du coup les décisions sont vraiment prises en collectif. Génial, tellement important quand en plus on cherche à développer un produit inclusif. Au moins tu es cohérente sur toutes les strates de gouvernance, c'est génial, et c'est super de voir des entrepreneurs qui s'engagent dans l'éducation après avoir des parcours complètement éloignés de ce monde-là. Louis, de ton côté, tu as travaillé aussi 1 an avant de, si je dis pas de bêtises, reprendre tes études et de faire un double diplôme avec Sciences Po et Télécom Paris. Et après ça, tu t'es lancé dans ton projet Maya, qui est donc un logiciel destiné aux professionnels de la restauration collective. Mais j'imagine que tu avais déjà l'idée pendant ce master. Et si c'est pas le cas, d'où ça t'est venu? Parce que c'est pas forcément un secteur qui nous vient immédiatement en tête quand on se lance dans la vie professionnelle. Je pense autant le secteur, comme tu le dis, que la démarche de vouloir entreprendre. C'est vraiment quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Je pense que c'est une longue démarche qui se développe au fur et à mesure. Je pense que les prémices de tout ça, c'est quand au lycée, moi, je vais travailler un peu dans l'urbanisme, et c'est là que je me suis rendu compte que tout dépendait des élus. Et j'avais peur en fait de devoir travailler et finalement d'avoir un nom au dernier moment parce qu'il y a un élu qui travaille là-dessus. Aujourd'hui, c'est rigolo parce que maintenant, je vends que à des élus. Donc finalement, je reviens un peu sur cette première problématique. Mais c'est au fur et à mesure de mes expériences, de mon premier stage à Berlin dans l'écosystème entrepreneurial, plus du côté investisseur, puis dans le deuxième, dans une start-up en Californie où c'était plus sur une food tech, biotech que j'ai découvert un peu l'écosystème entrepreneurial. C'est là où ça m'a donné envie d'avoir des étoiles dans les yeux, comme les entrepreneurs que je rencontrais. Et c'est là que, lors de mon deuxième stage, j'ai dû vraiment analyser le marché français, européen, pour comprendre ce qui se passait sur l'alimentation, comment est-ce qu'on pouvait arriver sur ce marché-là, et que je suis tombé sur des choses qui me semblaient juste plus normales, que 50% de ce qu'on produit, on le jette, qu'il y a des gens qui n'ont pas assez à manger, il y a des gens qui sont obèses, il y a des gens qui sont malades, il y a de plus en plus de diabète, de cancer, énormément de choses qui vont pas en fait dans ce monde de l'agriculture et plus large de l'alimentation. Et c'est vraiment là que j'ai voulu creuser cette problématique au fur et à mesure du coup. Et comment, du coup, tu t'es tourné vers la restauration collective, donc vers quelque chose qui a une fibre plutôt publique, alors que tu aurais pu aller dans n'importe quelle autre direction liée au thème de l'alimentation? Alors ça, c'était vraiment une approche en entonnoir, parce qu'il y avait cette réflexion de vouloir travailler sur cette transition alimentaire. Et c'est là, pendant un premier travail de groupe, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on accompagne cette transition alimentaire vraiment pour tous, et ceux qui en sont potentiellement le plus éloignés. Et c'est là qu'on a identifié le levier de la restauration collective. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a quand même 7 enfants sur 10 qui passent par la cantine. Ouais. Donc c'est un moyen, un moment, on peut sensibiliser toute une génération à une alimentation plus saine, plus équilibrée, plus durable. Or aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors que c'est de la commande publique. Aujourd'hui, il n'y a que 3% de produits bio dans les cantines, par exemple, au niveau national. Ouais, c'est fou. J'avais pas le chiffre en tête, mais c'est rien du tout. Ouais, c'est au niveau national. Alors bien sûr, là, on mélange tout, hein, le scolaire, les EHPAD, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un énorme levier pour la transition alimentaire. Ça représente quand même 14 millions de personnes par jour, plus de 20 milliards d'achats en denrées. Encore une fois, c'est de la commande publique. Il y a que 1% qui est orienté vers les circuits courts. Donc on se dit, ok, il y a un levier, mais pourquoi on l'utilise pas? Et c'est là qu'on s'est rendu compte que les cuisiniers en restauration collective, finalement, ils étaient plus doux que cuisiniers. Pour vous donner un exemple, une des premières structures avec qui on a travaillé, pour donner vraiment un exemple concret, elle s'appelle Madame Châtelier, la cuisinière, à 1 an, 2 ans de la retraite. Elle doit faire à manger tous les jours pour 200 personnes. Et ça, c'est déjà un métier, en fait. Donc, que tous les jours, à midi, ce soit prêt. Mais en plus de ça, maintenant, elle doit construire des menus extrêmement complexes, au niveau nutritionnel, qu'elle n'arrive plus à changer tellement c'est complexe, gérer un budget, gérer toutes les contraintes de production, gérer le goût des enfants, gérer les contraintes de la loi Egalim qui arrive sur le pourcentage de produits bio et durables avec équivalent volume d'achat, les allergènes, les labels, l'origine des produits,
gaspillage, on veut du local, on veut bref, ça devient un peu trop, et c'est difficile d'espérer que tout le monde arrive à accompagner ce changement tout seul. Et du coup, que fait Maya? Quelle est ta solution? Belle transition, du coup. Du coup, nous, on est vraiment un outil de gestion axé sur la conception du menu. Notre objectif, ça a été d'accompagner au mieux chaque cuisinier à concevoir leur menu, à le concevoir de façon dynamique en fonction de ce qui est disponible. Et là, à partir de là, gérer les commandes, les stocks, les statistiques et toute la communication qui est nécessaire. En fait, repermettre aux cuisiniers finalement de cuisiner. Génial. Mais j'imagine que, et Minache, après je te laisserai rebondir parce que j'imagine que la fracture numérique est quand même très présente parce que c'est pas forcément des publics qui sont hyper à l'aise avec le numérique au quotidien. Comment est-ce que vous gérez ça? Comment vous arrivez à dépasser cette fracture pour que le plus de personnel possible puisse avoir accès à ce type d'outils facilitateurs? Pour le coup, c'est un vrai sujet. Où on s'est un peu pris une petite claque au début, je pense, pour des néo parisiens là de la startup nation, que non, finalement il y a une réelle fracture numérique. Tout le monde n'est pas équipé, tout le monde n'a pas un outil, et du coup on a vraiment changé notre programme de formation qui est devenu un programme d'accompagnement pour aider l'utilisateur à changer de pratique et aussi penser l'outil le plus simplement possible pour que tout le monde puisse l'utiliser. Et aujourd'hui, on est super fiers d'équiper des structures de 30, 40 couverts avec des personnes qui n'avaient jamais utilisé d'ordinateur, qui ne savaient pas faire les chiffres sur un clavier et qui aujourd'hui utilisent un ordinateur et elles en seront extrêmement fiers. Et au-delà de concevoir un menu plus équilibré, c'est aussi à notre toute petite échelle accompagner finalement ces personnes vers l'utilisation d'un outil numérique aussi. Parce que j'imagine que c'est plutôt des personnes qui sont relativement âgées aussi, au-delà de tout milieu social, c'est des personnes plutôt proches de la retraite en général, c'est ça? Exactement, ouais. Et toi, Minache, au niveau de la fracture numérique, est-ce que tu constates des disparités sur le territoire? Est-ce que tu vois des parents avec qui c'est plus ou moins facile, plus ou moins difficile? Comment tu gères justement ce rapport au numérique selon la typologie des élèves et des publics avec qui tu peux travailler? Effectivement, c'est un énorme défi, surtout quand on parle des outils pour des enfants qui sont en situation de handicap. Donc déjà, pour eux, c'est compliqué. Déjà, ils sont en retard. Normalement, ils ont du mal à suivre le temps scolaire. Donc moi, ce que je dis souvent, c'est que le numérique, c'est génial. Ils arrivent avec tellement de solutions, surtout pour ces élèves qui en ont besoin. Par contre, on s'arrête pas pour réfléchir, mais il y a aussi ces complexités. Nous, ça nous paraît naturel parce que moi, en tout cas, depuis que je suis très jeune, j'utilise un ordinateur. Mais des fois, pour quelqu'un qui arrive pour la première fois, de savoir bien qui allumer Windows, j'ai rangé ses fichiers ou des choses assez faciles, pour eux, pas du tout, en fait, parce que c'est la première fois et ça prend du temps pour s'acclimater. Donc, je pense que comme lui, on a cherché extrêmement à simplifier l'utilisation de l'application, mais vraiment à l'extrême, pour que tout ce soit très intuitif et très visuel, avec des icônes vraiment bien travaillées, avec beaucoup de tests utilisateurs, ce qu'on appelle texte UX. Et aussi, il a tout le volet formation, donc pour pouvoir mettre à disposition beaucoup d'informations. Et en fait, nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est de mettre l'information là où on a besoin. Donc plutôt qu'avoir une page aide qui est très chargée, on a vraiment mis à côté de chaque outil, vraiment tout un panel de vidéos tutoriels, de fiches à télécharger. On a vraiment pensé extrêmement là-dessus. Et aussi avoir dans notre langage, en attention à pouvoir se dire, ok, il y a beaucoup d'enseignants aussi qui sont pas très à l'aise avec le numérique, qui sont en train d'apprendre. Donc il faut penser à tous ces publics et pouvoir les intégrer. Et je pense que pour nous, c'est un énorme challenge à pouvoir dépasser dans les années à venir. Et c'est vrai que tous les deux, votre nerf de la guerre, entre guillemets, est l'enjeu de la formation, que ce soit formation enseignants ou parents ou formation des personnels qui vont devoir prendre en main les outils de Maya alors qu'ils ne vont pas sur Internet au quotidien. C'est vrai que c'est des sujets de fracture et c'est un peu notre devoir en tant qu'écosystème de les adresser. Et justement, si on repart du besoin principal que vous avez cherché à adresser, l'un et l'autre, comment vous avez identifié
le véritable besoin à adresser pour aller droit au but, et comment vous avez créé la solution, la première solution dans la foulée. Donc vraiment le besoin identifié précisément et ce que ça a donné au début comme réponse aux besoins, parce que c'est là où c'est toute la magie de l'entrepreneuriat, c'est votre capacité à identifier quelque chose et à y répondre. Peut-être Louis en premier. Je pense que la réponse est justement un peu dans ta question, hein, c'est en premier lieu identifier le besoin et seulement après penser à la solution. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment poser une question en entonnoir. Comment est-ce qu'on peut accompagner cette transition alimentaire? Et bien sûr qu'il y avait pas il fallait descendre en fait. On peut pas juste résoudre la faim dans le monde en fait. Là-dessus, il faut identifier un plus petit problème et un plus petit problème et au fur et à mesure descendre. Et nous, au fur et à mesure de énormément d'entretiens, avec plein d'acteurs de l'écosystème, des cuisiniers, des diététiciens, des acheteurs, c'est au fur et à mesure qu'on a identifié que le levier, c'est que le cuisinier, il cuisine plus, il fait de l'administratif, et il est plus capable d'adapter son menu en fonction de ce qui est disponible. Et c'est que au fur et à mesure, je pense presque 6 mois, 9 mois d'entretien, qu'on a identifié ça. Et je pense que si j'ai un seul conseil pour entreprendre, c'est surtout ne jamais partir avec une solution, mais prendre un problème qu'on aime, sur lequel on est passionné, et descendre. Et la solution, elle arrivera au fur et à mesure. Parce que du coup, j'imagine que c'était des rythmes de vie que tu connaissais pas leurs horaires, tu connaissais pas leur salaire, tu connaissais pas toutes leurs problématiques liées à leur posture quotidienne. Ouais, et ce qui est assez rigolo, hein, parce que notre écosystème, la restauration collective, est un écosystème assez restreint, il y a peu de spécialistes, il y a pas de jeunes qui entreprennent dans ce milieu-là, c'est vraiment un milieu un peu fermé. Et ça a peut-être été notre chance d'arriver avec un regard entièrement nouveau et en se disant juste on sait qu'on sait pas, comment est-ce que vous faites, de quoi vous avez besoin, et l'outil, c'est pas nous qui l'avons construit, c'est les cuisiniers en fait. Et est-ce que tu trouves qu'il y a une reconnaissance du terrain dans les retours utilisateurs que tu peux avoir aujourd'hui? Ils vous témoignent, tu as des bons retours utilisateurs? Aujourd'hui, on a pensé l'outil totalement différent. On n'a pas construit un outil de gestion, on a construit un outil d'aide à la conception du menu. Et en fait, ça change tout. Et les cuisiniers, ils ont maintenant c'est les mots, hein, ils me disent enfin, c'est ça qu'on attendait. Il y a un outil accessible. Donc même quand on est en démarchage, quand on essaie d'avoir des nouveaux partenariats, on a déjà des retours positifs de merci. Mais on n'a pas envie de s'arrêter à ça. On a envie vraiment de toujours co-construire l'outil. Je pense que c'est le maître mot de Maya. Et c'est aussi une énorme reconnaissance quand on travaille avec eux, quand ils nous disent sinon ils ont besoin et 2 semaines plus tard c'est sur l'outil. C'est génial. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est vraiment devenu nos product managers en fait, les cuisiniers maintenant. Ils nous font même des priorités. C'est ça qui est super drôle, dans cette relation. J'imagine que Minaj, t'as pareil avec les enfants. Est-ce que tu peux nous revenir sur l'origine même de Cantou, le besoin initial que tu as identifié et comment ensuite les premières étapes ça s'est mis en place? De mémoire, c'était à Centrale Lille, mais peut-être tu peux revenir sur la genèse même du projet. Oui, alors à la base, c'était un projet étudiant qui a été proposé par un ancien enseignant et spécialisé auprès des élèves en situation de handicap. Et en fait, cet enseignant, il est parti du constat qu'un enfant qui a par exemple une dyspraxie, c'est-à-dire qu'il a du mal à écrire, une fois qu'on leur donne l'ordinateur pour compenser sa difficulté, c'est aussi compliqué de faire notamment les mathématiques sur ordinateur. Donc imaginons simplement faire une division en colonnes. Comment je fais le trait de ma division pour pouvoir répondre à mon exercice. Donc rien que quelque chose d'assez simple, qui est assez courant, c'était hyper difficile de faire à l'époque, et parce qu'il faut un outil dédié. Donc le constat, il est vraiment parti de là, et la difficulté, elle a commencé avec les mathématiques, comme assez souvent. Et du coup, il y a un premier logiciel qui a été développé, qui s'appelle Mathéos, vraiment dédié aux mathématiques. Et là, j'ai rebondi sur ce que Louis disait tout à l'heure. On était vraiment à l'écoute
de ce qui se passait, des retours qu'on avait, notamment des enseignants, mais aussi des professionnels de santé, les ergothérapeutes, les orthophonistes qui connaissent très bien les troubles autistes. Et c'est eux qui nous faisaient beaucoup de remontées. Et c'est là où on s'est rendu compte que le besoin, il n'était pas que en mathématiques, mais il était dans toutes les matières. Et non seulement dans le côté matière, programme scolaire, mais aussi dans les outils de compensation, parce que entre une dyslexie, une dyspraxie, un autisme, un trouble de l'attention, il y a différents panels d'outils, que ce soit la synthèse vocale, que ce soit la reconnaissance vocale, correcteur orthographique. Et du coup, ça nous a donné plein d'idées. Et le défi, après ça a été de prioriser, comme ce qu'il lui disait tout à l'heure, comment savoir quels étaient les plus importants. Donc, on a dû faire un programme, ce qu'on appelle le programme ambassadeur. Et c'est avec ces ambassadeurs qui ont fait cette co-construction. Et c'est vraiment quelque chose de primordial. Donc, tous les jours, on reçoit des dizaines et des dizaines de suggestions, des idées, voilà, ou même des choses qui vont pas, d'amélioration possible. Et du coup, avec ces 600 ambassadeurs, on vient justement prioriser et pour pouvoir faire un outil qui est évolutif et qui, au contraire, c'est pas figé dans le temps, mais qui vient de plus en plus s'adapter. Donc, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit lui. C'est très important, en fait, de pas être attaché à sa solution, mais vraiment à l'écoute du besoin terrain pour pouvoir justement évoluer, mais vraiment restant très adapté à ce qui s'utilise vraiment dans le terrain. Complètement, et on voit que la co-construction est hyper importante pour tous les deux, toi avec ton réseau d'ambassadeurs et Louis avec les plus 500 entretiens menés. Et du coup, Minaj, toi, tu as toujours cette démarche itérative avec la prise en compte des retours au sein de la solution. Est-ce que Louis, de ton côté aussi, vous avez une prise en compte des retours terrain au fur et à mesure pour continuer à améliorer la solution ? Même si tu n'en es plus en phase de lancement, est-ce que ça continue d'écouter ce que les cuisiniers peuvent vous dire ? Tous les jours. Et le jour où on arrêtera de faire ça, Maya ira dans le mauvais sens. Parce qu'encore une fois, finalement, j'ai jamais travaillé une seule fois en restauration collective. Donc, comment est-ce que moi je vais définir qu'il faut faire ça ou comme ça? C'est les cuisiniers qui le savent. Et c'est vraiment super rigolo comment notre relation au fur et à mesure elle s'est transformée. Je pense qu'une des toutes premières communes avec qui on s'est lancé, je me rappelle, on avait plus vendu le projet à l'élu et à l'admin, puis le cuisinier il disait pas grand chose. Et c'est que quelques mois après qu'il m'a dit mais vraiment j'ai pas compris ce que vous vouliez faire. Je me suis dit voilà, qu'est-ce qu'ils veulent ces jeunes là, qu'est-ce qu'ils veulent m'embêter dans ma cantine quoi. Et aujourd'hui on s'appelle mais toutes les 2 semaines il me parle de nouvelles fonctionnalités, il me dit Louis non c'est ça qu'il faut qu'on fasse en priorité. Enfin vraiment ça, on a changé cette relation et elle est extrêmement vertueuse en fait. Et comme je l'ai dit juste avant, on n'a pas de PM en interne, mais on a 500 PM en externe. Génial. Et en termes de challenge, parce que on sait que c'est un secteur qui peut être ardu, notamment quand on travaille directement avec les collectivités. Quels a été les plus gros challenges que vous ayez pu relever, notamment au début de vos sociétés respectives, et comment vous les avez relevés, parce que c'est ça qui intéresse aussi notre auditoire. Minaj, au début, je crois que tu étais plutôt en B2C avant de passer en B2B. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les plus grosses étapes à franchir, les plus gros challenges qui se sont mis en travers de la route au début de Cantou? Oui, alors effectivement, on a essayé d'abord, vu que le besoin il partait du terrain, ceux qui nous remontaient le plus, c'était les parents. Et on voyait vraiment les parents démunis parce que leurs enfants, ils étaient vraiment en décrochage scolaire, en grosse difficulté. Et du coup, ils avaient besoin de l'outil. Donc, on s'était dit, super, on va développer cet outil, on va leur proposer aux parents. Et c'est une fois que l'outil elle a été finalisé, qu'on commence à la commercialiser avec une belle stratégie marketing et tout, qu'on se rend compte que les parents, ils ont déjà tellement de charges. Et c'est tellement compliqué, même si ça peut être pris en charge par la maison du handicap. C'est un processus long et c'est un processus aussi qui est compliqué, que les personnes n'ont pas d'infos. Donc on s'était dit waouh, ça c'est peut-être pas l'idéal. Et du coup, c'est là on a remis en cause et on a commencé à plutôt réfléchir côté école. Et là on s'est rendu compte de la même problématique, c'est que les écoles n'ont pas de budget vraiment ciblé handicap, outils numériques, tout ça. Et du coup, c'était assez intéressant de voir qu'ils avaient l'intérêt et qu'il y avait beaucoup d'enseignants qui étaient motivés sur la partie inclusion
d'inclusion et qui se battait. En fait, il a même un cas d'une enseignante qui est super intéressant, c'est qu'elle avait pas les budgets. Elle a parlé avec cette directrice d'école qui avait pas les budgets, donc elle allait voir la mairie et ça lui a pris 6 mois pour réussir à avoir le budget avec la mairie. On s'était dit, waouh, comment on peut faire pour accélérer ça et pour que ça aille plus vite. Donc, ce qu'on a fait, c'est justement essayer de voir les collectivités, voir les académies de l'éducation nationale en priorité. C'est comme ça, on pouvait avoir un rayonnement plus important. Donc, plutôt qu'avoir une démarche individuelle, on avait les démarches de les voir, par exemple, la commune de Belfort qui a acheté le logiciel pour l'ensemble d'élèves en situation de handicap de Belfort. Du coup, comme ça, on sait que toute la commune est équipée et on peut faire des actions d'inclusion scolaire au sens large au sein de cette commune. Sachant que il y a quand même un engouement sur la question du numérique et les sujets d'inclusion, j'imagine que tu le ressens au quotidien, mais le temps des collectivités n'est pas le temps des startups, et c'est vrai que le cycle de vente long d'une collectivité rend tout de même la tâche compliquée en termes de rentrée d'argent. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu expérimentes toi aussi. Oui, complètement. C'est exactement notre quotidien en ce moment. Donc, c'est beaucoup de défis, c'est un énorme défi. Et la question, c'est comment on manage ça avec le quotidien, les dépenses qu'on a régulièrement. Et du coup, la solution qu'on a trouvée, c'est de pouvoir agir à la fois côté collectivité sur les hauts, on va dire, mais aussi aller voir les écoles et les enseignants plutôt bas. Comme ça, on a les deux stratégies et on essaie de s'équilibrer et à la fin avoir quelque chose en moyenne assez équilibré. Ouais, c'est une très bonne stratégie, c'est ce que font souvent d'autres entrepreneurs du secteur. Et toi, Louis, niveau challenge au début de Maya, est-ce que tu as un mur dont tu te souviens et de comment tu l'as surmonté? Le premier mur, ça a été de comprendre le milieu de la restauration collective et je pense qu'on en apprend encore. Deuxième mur, ça a été en effet de vendre aux collectivités, parce que quand on est tout candide, on fait une propale et on pense que c'est fini, mais non, en fait, une collectivité, il y a tout un système de commission, de conseil municipal, de budget, et en effet, il faut prévoir quasiment 1 an entre le moment où on va démarcher une collectivité et le moment où on va mettre en place le service et être rémunéré pour. Donc ça nécessite quand même de bien penser quand on construit une boîte, notamment sur le coût du démarchage et de construire ça. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque collectivité est différente, qu'on soit sur un territoire ou l'autre, que ce soit une petite commune, une grosse commune, une moyenne commune, que ce soit un département, une région, et du coup ça nécessite à chaque fois de repenser son process, de repenser les décideurs, de repenser tout le temps en fait. Et je pense de continuer, et c'est ce que j'attends aussi pas mal du programme Passerelle, hein, c'est de pouvoir justement échanger avec d'autres acteurs, parce qu'on n'est pas beaucoup non plus à vendre aux collectivités, et voir comment est-ce qu'on peut croiser nos actions, apprendre l'un et de l'autre pour avancer plus vite, parce que sinon ça met énormément de temps à comprendre comment tout fonctionne. Sachant que j'imagine que toi, tu peux vendre aussi à une grande diversité d'acteurs, à la fois des réseaux de communes, mais aussi des EHPAD. Ils ont tous des modes de paiement différents, des circuits décisionnaires différents. Donc, j'imagine que cette complexité-là rend la chose aussi pas si évidente. Et après, en termes de comment tu adaptes ton produit, j'ai oublié de te poser la question, mais j'imagine que les cuisines ne sont pas pareilles. Il y a des fonctionnements différents entre tout ce qui va être cuisine centrale, cuisine satellite, etc. Est-ce que du coup le produit a différentes fonctionnalités, ou c'est un même produit qui s'adapte un petit peu sur mesure à tout ce qui peut exister dans la nature? Ouais, je pense qu'on peut faire un beau parallèle entre le fonctionnement des collectivités et le fonctionnement de la restauration collective, presque autant de cantines que de fonctionnement. Donc du coup ça, il a fallu bien le prendre en compte, et on l'a pas bien pris en compte au début. On a recassé tout l'outil après 6 mois de développement, mais il fallait pour justement avoir un outil qui s'adapte à tous les modes de fonctionnement, parce qu'on a des petites cuisines en effet qui préparent sur place, et des grosses cuisines centrales qui vont préparer sur les sites de production et livrer à des sites de consommation. On appelle une cuisine centrale des satellites. Il y a des liaisons chaudes, des liaisons froides, il y a des comptes administrateurs qui sont différents. Donc il faut tout prendre en compte et essayer de faire un outil simple qui s'adapte à tout le monde. T'as tout à fait raison. Et Minash, niveau
équipement, comment ça s'est passé? Parce que c'était un autre challenge que j'avais en tête, le fait que tous les élèves n'étaient pas forcément équipés de la même manière sur le territoire. Est-ce que ça a été un enjeu pour Cantou au début? Ouais, complètement. C'est toujours le cas. En fait, il a énormément d'établissements qui ne sont pas équipés. Et du coup, quand un élève est diagnostiqué en situation de handicap et qu'il a besoin de son propre ordinateur, c'est un challenge. C'est-à-dire, OK, comment on va, quand tout c'est un logiciel, c'est une super idée. Mais s'il n'a pas la base de l'équipement sur lequel l'installer, ou surtout, ce qui nous arrive aussi, c'est de pas avoir des équipements individuels. Il existe un seul équipement pour l'ensemble de la classe ou pour une salle de TP ou des choses comme ça. Donc c'est assez important de coordonner avec d'autres solutions. Par exemple, on a fait un partenariat avec la Fondation Orange pour trouver des ordinateurs pour les établissements de la Croix-Rouge qui n'en avaient pas. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir et au-delà de l'achat de l'équipement, c'est aussi ce qu'on parlait tout à l'heure, la formation à l'utilisation du numérique, l'informatique pour la première fois. Donc c'est les deux défis, c'est-à-dire OK, comment on va trouver cet équipement et comment on va apprendre à l'élève à s'en servir de la base pour après venir à ajouter la couche de la solution qu'on propose. Voilà, donc c'est des choses à prendre en compte en amont. Ouais, et sachant qu'il y a quand même encore 13 millions de Français éloignés du numérique, donc c'est des choses qui ne sont pas tout à fait résolues, ne l'oublions pas. Mais et en termes de travail avec l'administration publique, c'est vrai qu'un des enjeux aussi, c'est souvent la jeunesse de votre structure. Comment ça s'est passé pour convaincre en tant que jeune entrepreneur enfin d'une structure qui a moins de 5 ans, moins de 3 ans même. Comment ça s'est passé, Minache, pour convaincre les décideurs, les acheteurs? Alors nous, on s'est servi de toute la base B2C qu'on avait réussi à créer, et notamment auprès de la communauté de parents, les associations de parents d'élèves qui sont déjà assez présentes et assez militantes dans toutes les décideurs. Du coup, ça nous a permis de rebondir sur ça. Et du coup, c'était assez intéressant parce que ces associations, ils avaient déjà un travail qui a été entamé avec la collectivité, avec le maire, avec même le conseil départemental. Et du coup, nous, de s'insérer dans cette démarche d'inclusion au sens large, ça nous a ouvert énormément de portes. Et toi, Louis, de ton côté, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été un enjeu, la jeunesse de Maya, ou pas forcément? Ah, si, totalement. Je pense qu'on a besoin de beaucoup de culot au début, parce qu'on n'est pas du secteur, on sortait tout juste d'études. On n'avait jamais monté une boîte et on allait voir des collectivités en leur disant on va vous aider sur vos enjeux. On ne sait pas encore comment, mais on va le faire ensemble. Du coup, on avait un premier petit outil qui fonctionnait, on avait des maquettes, on avait surtout des mots pour décrire un projet et une vision. Et on arrivait à convaincre les premières collectivités comme ça. Mais c'était plus que nécessaire, parce que, encore une fois, tout seul, on aurait fait n'importe quoi. Donc, on voulait vraiment d'abord avoir des communes pour aussi valider qu'il y avait un besoin, et de les faire payer. L'objectif, c'était aussi de pas juste avoir un accord, oui, c'est cool les jeunes, allez-y, ça peut être sympa, mais ok, vous vous engagez, alors c'est pas énorme là, mais vous engagez aussi financièrement, et qu'on construise ça ensemble. Et je pense que c'est la meilleure chose qu'on a pu faire, vendre avant même d'avoir codé l'outil. Je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Et surtout, ça permet de dépenser l'argent public d'une manière utile aussi. Minache, tu voulais réagir? Oui, alors moi, ce que je voulais ajouter, c'est que aussi les expérimentations, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, de proposer, en fait, de tester avec un petit panel d'acteurs et de voir ensuite, basé sur les résultats, quelles sont l'analyse qu'on peut en faire. Donc, nous, on a mis en place un protocole d'expérimentation qu'on essaie de dupliquer, et du coup, à chaque fois qu'on fait une expérimentation, on fait une vraie mesure d'impact, une vraie analyse des données, et avec ça, ça nous permet d'avoir des données assez concrètes et factuelles pour défendre un déploiement à plus large échelle après. Génial. Ouais, c'est pareil pour nous, même maintenant qu'on va sur de nouveaux acteurs, là on commence justement les départements avec les collèges, les régions et les lycées et les EHPAD. Pareil, on teste que de l'expérimentation au début. Je pense que c'est un truc qui marche vraiment bien avec les collectivités, l'expérimentation.
Là, qui rassure, et il y a le besoin de la mesure d'impact aussi, d'avoir des preuves que ça fonctionne. Et c'est normal, hein, c'est encore une fois de l'argent public. Mais après, c'est vrai qu'il faut que vous puissiez tenir en termes de cash flow, et l'expérimentation est bonne si elle convertit sur de l'achat réel. C'est ça. Et moi, si je peux ajouter quelque chose, c'est que le mot expérimentation, c'est un mot qui passe extrêmement bien avec les acteurs de l'éducation nationale. Ouais. Dès qu'on parle de ce mot, tout le monde est ouvert. Ah, on va trouver des établissements. Ah, on va les faire expérimentation. C'est quelque chose qu'ils ont l'habitude. Par contre, dès qu'on parle de commerce, d'achat, là, ils ferment les portes tout de suite. Ils nous laissent même pas l'option de dire quelque chose après. C'est vrai. Et tu vois, moi, je dis toujours que la France, elle est championne des expérimentations, mais elle est un peu moins championne de l'industrialisation. Et là où on a un vrai enjeu, c'est qu'on a plein de super entreprises qui démontrent des choses formidables sur des petits échantillons de territoire. Et là où il faut qu'on devienne vraiment meilleur, c'est la capacité à les emmener, à les diffuser massivement. Et là, ça pêche. Mais c'est vrai que nous sommes les champions de l'expérimentation, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, en parlant de marché qui se transforme, est-ce que, plutôt comment avez-vous perçu l'impact de la crise sanitaire? Parce que, comme vous le savez, ça a souvent été vu, le Covid, comme un catalyseur pour le secteur de la EdTech au sens très large. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous l'avez vécu? Est-ce que ça a accéléré ou non vos deux entreprises? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Peut-être Minache et toi, Louis, pour rebondir. Oui, effectivement. Moi, je pense qu'il y a vraiment eu un avant et un après. Comme je disais, on a commencé ce projet il y a hyper longtemps, qu'on était encore en études, et à l'époque c'était pas du tout le cas. On n'entendait pas parler. Le numérique, c'était quelque chose d'assez éloigné du quotidien des familles, des écoles, des collectivités. Alors qu'aujourd'hui, et je pense que le Covid a vraiment eu son effet accélérateur, c'est que c'est devenu concret, c'est devenu un besoin assez présent. Pour tout le monde, et du coup les collectivités y agissent, l'État y agit, il y a beaucoup d'argent qui a été mis sur la table, notamment en termes de subventions, d'appels à projets, d'appels d'offres, voilà, plein de leviers différents, et du coup c'est grâce à ça qu'on a réussi à obtenir quasiment 700 000 euros des fonds non dilutifs, c'est-à-dire qu'on a vraiment cherché à droite et à gauche tout ce qui était possible d'avoir en fait avec la BPI, avec la métropole lilloise parce qu'on est basé à Lille, avec la région, donc on a vraiment allé chercher et ça a été possible. Alors qu'il y a quelques années, il n'y en avait pas, c'était beaucoup plus difficile. Donc je pense qu'il y a une vraie opportunité, c'est au bon moment, je pense qu'il y a un bon time to market actuel et qui dans quelques années, peut-être que ça sera passé, je sais pas, je pense pas parce qu'il y a tellement de choses à faire. Mais en tout cas là, c'est vraiment le début, j'imagine, d'une vraie transformation numérique dans l'éducation. Je suis assez d'accord avec toi, mais peut-être que Louis, du coup, ça a été plus compliqué pour toi étant donné que les établissements étaient fermés, que du coup la restauration aussi, et qu'il y a tout un tas de normes qui maintenant se mettent en place. Qu'est-ce que t'en penses toi de l'accélération, de la soi-disant accélération en tout cas par la crise sanitaire? Ah si, je confirme quand même, parce que même s'ils ont été fermés, mais que pendant le premier confinement, le service de restauration collective a été après gardé pour tout le monde, et heureusement, parce que c'est là qu'on s'est rendu compte aussi à quel point c'était important, parce que dès qu'on a arrêté la cantine, c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'il y avait des enfants, c'était leur seul repas équilibré de la journée, et après on avait aussi toutes les contraintes logistiques que ça pouvait apporter aux parents, donc c'est là aussi qu'on s'est rendu compte que c'était un service public qui était indispensable, alors qu'il n'est pas obligatoire dans la loi. Aucun maire n'est obligé de proposer un service de restauration collective. Mais s'il le propose pas, c'est compliqué. Nous, ça a été un catalyseur, notamment sur la numérisation. Je pense qu'avant, c'était pas possible de proposer une visio à un cuisinier, un élu d'une petite commune de 100-200 habitants. Aujourd'hui, on forme, on accompagne, on vend avec la visio. Il y a un déplacement sur place, bien sûr, lors de la formation, mais il y a tout qui se fait à travers la visio. Ça, je pense que c'était pas possible avant. Et je rejoins Minache aussi sur le fait que le secteur, il y a tout à créer en fait encore. C'est un secteur qui fait peut-être un petit peu peur, le secteur public, parce que par les process de vente, par toute cette complexité un peu de l'extérieur, mais quand on y rentre, on se rend compte qu'il y a énormément d'enjeux, qu'il y a tout à faire, parce qu'il y a souvent un peu des vieux acteurs, un peu sur des monopoles, il y a tout à créer, et c'est impressionnant quand on propose juste une expérience de vente qui nous semble normale et juste un service après-vente, un accompagnement qui nous semble normal.
les acteurs sont extrêmement heureux. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui ils n'ont pas trop ça. Et deux, il y a extrêmement d'enjeux, mais enfin des enjeux. Je sais pas, quand on parle d'EdTech, d'alimentation. C'est là que la tech elle doit être en fait. C'est pas dans les NFT en fait. Je pense que c'est le moment de proposer une innovation utile au service de quelque chose et là il y a tout à créer. Donc il y a plus qu'à lancer plein d'expérimentations qui se transformeront en industrialisation, comme tu disais. Complètement d'accord avec toi et je pense en effet qu'il y a un créneau, un vrai créneau d'impact à saisir et un impact qui soit pas galvaudé mais un impact concret sur le plus d'habitants possible en France. Justement, il y a un marché qui est très dense en termes d'innovation technologique, que ça soit pour s'adresser au personnel administratif de l'école, aux enseignants, aux parents, aux élèves et à tout ce qui tourne autour de la vie scolaire. Comment se différencier aujourd'hui? Comment trouver le bon créneau pour convaincre? Comment faire Minache pour se différencier? Alors nous, on est vraiment parti du besoin de terrain. On a vraiment cherché à être à l'écoute et comprendre quelle était la douleur. Et je trouve très important de parler de ce concept de douleur, c'est-à-dire là où ça fait mal, c'est important d'agir, là où il y a pas grand-chose qui existe déjà. Et moi, dans ma petite expérience entrepreneur, je vois beaucoup de startups, de solutions qui partent d'une super idée vraiment géniale, mais qui dans la pratique, c'est pas exactement comme ça se passe et que du coup, ça se traduit pas si facilement dans l'utilisation très concrète. Et pour parler des écoles, par exemple, à chaque fois qu'on rencontre des enseignants dans des salons, dans des occasions, on a l'opportunité d'échanger avec eux, ils nous disent c'est super, c'est hyper intéressant de voir un outil qui est vraiment pédagogique et je vais pouvoir utiliser en cours. Parce que la plus grande partie des outils, par exemple des jeux, des QCM ou des choses comme ça, sont super intéressantes, mais ce n'est pas quelque chose qu'il peut vraiment utiliser pendant ses cours. Et du coup, ce qui se passe, c'est que pendant les heures de classe, une grande partie du temps, les tablettes elles sont rangées dans les placards. Ce qui est absolument dommage parce qu'il y a tellement de choses à faire d'intéressant du point de vue pédagogique. Donc, en étant à l'écoute, en essayant d'échanger avec eux, en essayant de comprendre dans quel cas ce serait intéressant d'utiliser, c'est là où on aboutit sur quelque chose qui est différenciante parce que c'est le terrain qui va pouvoir nous remonter cette information. Donc moi, je suis pas enseignante, je suis pas professionnelle de santé, mais ce que je sais faire, c'est de l'informatique. C'est vraiment ma spécialité, c'est de traduire le besoin en terrain dans un langage informatique, dans un logiciel. Donc, je sais faire de l'informatique, je sais faire du design et c'est comme ça qu'on arrive sur quelque chose d'assez concret et utile, qui est aussi très important. Génial. Et toi, Louis, comment vous vous différenciez avec Maya par rapport peut-être à d'autres acteurs de la restauration collective? Je partage totalement ce que disait Minache. On est vraiment allé sur le terrain en disant qu'on sait qu'on ne sait pas, mais qu'on sait transposer un besoin d'une solution. Et je pense, et c'est bête, mais notre outil est pensé totalement différent de ce qui existait avant. Et ça semble mieux correspondre aux besoins, puisqu'on a une démarche qui était différente. Et s'il y avait une chose qu'il fallait refaire, c'est ça. Génial. Non, mais je pense qu'il y a aussi une grande démarche d'humilité dans ces secteurs-là, où c'est des métiers qui sont faits depuis très longtemps, qui sont faits de la même manière depuis très longtemps, que ça soit enseigné et cuisiné, et qu'il faut y aller avec toute l'humilité que nécessite la démarche, et c'est le succès des solutions qui fonctionnent. C'est vos deux attitudes réunies, c'est exactement ça qu'il faut faire. Donc je suis ravie de vous entendre dire tout ça. Et justement, on sait que l'écosystème est un écosystème de rencontres dans la EdTech, dans l'éducation de manière générale. Louis, tu parlais du programme Passerelle, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres rencontres qui vous ont marqué, qui vous ont aidé, qui vous ont peut-être fait bifurquer aussi. Est-ce que vous pensez à un moment, une rencontre qui vous a marqué dans votre vie d'entrepreneur avec Maya ou Cantou? Louis, peut-être tu peux commencer. Ouais, je pense que c'est un enchaînement de rencontres, et encore aujourd'hui, et on a été extrêmement bien accueillis dans l'écosystème, et ça c'est juste énorme. Enfin, c'est un cadeau. Parmi toutes les rencontres, il y en a une qui a été un débloqueur. Je pense que je reviendrai tout début de l'aventure de Maya, où on essayait un peu de comprendre comment ça fonctionnait,
Et puis j'ai rencontré un gestionnaire de restauration collective, donc qui s'appelle Maxime Cordier, qui est à Fontenay-sous-Bois, donc en région parisienne. Et j'étais vraiment allé avec mes maquettes en essayant de comprendre est-ce que c'est ça qu'il faut faire, ça qu'il faut faire. Mais finalement, je lui ai même pas montré mes maquettes. Dès le début, on a juste parlé de pourquoi la restauration collective, quel est le rôle de la restauration collective, quelle est la philosophie de la restauration collective, quelles sont ses externalités. Et c'est là que je me suis dit, waouh, en fait, c'est juste une constellation d'enjeux, un énorme levier pour cette transition alimentaire. Et je sais pas comment je vais le faire, mais je sais pourquoi et dans quelle direction on doit aller. Et je suis reparti de là, j'étais presque en transe, je pense, autant que lui il l'était et qu'il l'est à chaque fois que je le rencontre, je pense. Et il respire la restauration collective, mais c'est là que je me suis dit, wow, il faut que je mette, mon effort dans ce combat-là. Et ce qui est assez rigolo, c'est parce qu'il y a 3 semaines, un mois, on a beaucoup grandi ces derniers mois et dernières semaines. Et du coup, j'ai voulu que toute l'équipe le rencontre. Du coup, on a fait une petite sortie de classe, on est allé toute l'équipe à la cantine. Mais pareil, ils sont ressortis pareil et ça leur a pas appris où mettre le bouton, mais ça leur a appris pourquoi il y avait ce bouton sur l'interface. Génial. De toute façon, c'est toujours ce genre d'histoire en derrière. Vous êtes des personnes de rencontre. Et toi, Minash, pour Cantou, est-ce qu'il y a des rencontres qui ont changé l'aventure ou qui t'ont changé, toi ? Oui, alors en fait, pour moi, c'est à chaque fois que j'échange avec un parent d'élève qui est en situation de handicap et que nous remonte en fait, par exemple, le fait que ça se passe mieux pour son enfant, qui des fois il a plus envie d'aller à l'école et que il s'en sort mieux. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui me touche et qui me donne envie de me lever le matin. C'est vraiment de pouvoir être là, les accompagner pour qu'ils se sentent moins démunis face à cette situation. Et je me rappelle notamment qu'il y a un élève avec qui j'ai échangé, qu'il était dyspraxique, c'est-à-dire qu'il avait vraiment du mal à écrire et qui m'a raconté une histoire lors d'un examen. Il avait 4 heures pour faire son examen et écrire, ça lui faisait du mal. Donc à la fin, il pleurait tellement il avait mal. Et quand il échangeait avec l'enseignant, la personne qui appliquait l'examen, cette personne n'arrivait pas à comprendre son handicap et il disait non mais c'est une excuse parce que vous avez pas étudié, vous savez pas la matière, donc vous faites semblant. Et ça m'a tellement touchée et je me suis dit j'ai envie de changer les choses, j'ai envie qu'il ait un outil pour pouvoir le faire, j'ai envie que ce soit reconnu. Et du coup, Cantou, on est vraiment engagé et militant. Donc on est membre de la Fédération française des 10 par exemple, et on se bat en fait justement pour que les troubles 10 ça soit mieux connu, qu'on peut se donner la parole à ces élèves, mieux les intégrer et aussi à leur donner des chances pour qu'ils puissent réussir leur parcours scolaire. Génial. Et aujourd'hui, en termes de développement, donc on a parlé des premières étapes, on a parlé des challenges, on a parlé des rencontres. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec Maya et Cantou? Louis, Maya, ça a été créé à l'été 2020, si je dis pas de bêtises. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui en termes de développement? Aujourd'hui, on travaille dans presque 50 lieux de préparation, enfin 50 cuisines, ce qui représente 200 communes, 20 000 enfants et maintenant des EHPAD. Donc on va maintenant vraiment de 3 à 99 ans. Donc c'est super. On s'est pas mal structuré ces derniers mois, donc maintenant on est 14, bientôt 15. Mais le but c'est vraiment de plus de stabiliser cette équipe autour de différents pôles, la structurer et grandir ensemble. Parce que l'objectif, c'est vrai qu'on était plus sur le primaire maternel. L'objectif, c'est qu'on aille sur les crèches, sur les EHPAD, sur les collégiens, les lycéens, l'administration, les prisons. Je crois que tout le monde a le droit de bien manger. Je pense que c'est la base aujourd'hui. On envoie des hommes sur la Lune. Et ta connexion est un peu faible, mais on entend. Je disais que du coup, on envoyait des hommes sur la Lune. Notre objectif, c'est que les hommes sur Terre arrivent à manger bien. Tu as tout à fait raison. Et surtout quand on sait les conséquences sanitaires que ça a. On a tellement parlé de Covid, alors que l'obésité
tue des centaines de personnes par an, que c'est du diabète qui se développe à des âges jeunes. Enfin, c'est tout un tas de conséquences liées par exemple à la difficulté pour avoir des enfants, etc. Donc quand on sait toute la conséquence de la malbouffe sur la santé humaine, c'est sûr que ça donne envie d'agir de manière drastique. Et toi, Minache, avec Cantou, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Vous aviez été aussi lauréat de EduUp. Vous avez été dans les 100 startups pour investir le dernier classement par Challenge. Que des choses géniales. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où vous en êtes là? Oui, justement, l'enjeu, c'est le passage à l'échelle. Donc, actuellement, on est déployé dans 40 écoles et près de environ entre 12 et 15 000 élèves. Donc, l'enjeu, c'est vraiment pouvoir se dire comment on va adapter la solution, non seulement pour primaire, collège, mais aussi dans toutes ces scolarités jusqu'à la formation professionnelle. Donc, on a également eu les trophées de la formation professionnelle. C'est quelque chose qui, à la base, on s'attendait pas parce que, vraiment, de base, le logiciel était conçu plutôt pour les collèges, mais le besoin il est tellement énorme et même dans la formation professionnelle ça s'avère tellement important et du coup notre enjeu c'est d'avoir des versions justement plus adaptées pour les supérieurs de la formation professionnelle. Et de notre côté, aussi en interne, pour pouvoir structurer pour ça. Donc aujourd'hui, nous sommes 18 et on a en partie de l'équipe qui est encore en externe. Donc le but de cette levée de fonds, c'est justement de pouvoir structurer une équipe en interne pour pouvoir assurer de façon pérenne la continuité et toutes les ambitions justement avec cette idée globale qui va du primaire, collège, lycée, formation professionnelle, tout ça. C'est sûr, et c'est vrai que les trophées que tu as gagnés, donc qui étaient des trophées portés par le Haut Commissariat aux compétences, soulignent l'importance énorme des adultes en situation de handicap non visible, largement sous-estimés dans le monde professionnel et qui travaillent dans des univers qui sont parfois numérisés mais pas du tout inclusifs. Et donc on sait très bien à quel point il y a aussi un besoin sur la formation tout au long de la vie pour tout type de métier. Donc je suis ravie de voir que tu as gagné ce trophée. C'était un beau message aussi sur l'importance des liens entre formation initiale et formation tout au long de la vie. Tous les deux, vous êtes donc lauréats du programme Passerelle, qui est le programme d'accélération EdTech de la Banque des Territoires opéré par Make Sense. Vous pouvez en parler un peu tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous souhaitez que ça vous apporte? Pourquoi est-ce que vous avez voulu candidater? Minache, peut-être tu peux nous dire en premier pourquoi Passerelle? Oui, alors en fait déjà c'est là un petit esprit de promo, donc par exemple avec Maya et avec d'autres startups qui sont dans ce programme. Donc ça c'est super intéressant parce que en fait finalement même ici depuis tout à l'heure j'entends lui parler et en fait il y a pas mal de points qui se touchent en fait où c'est hyper intéressant d'échanger. Donc notamment on a eu l'occasion d'échanger sur nos stratégies commerciales, sur comment aller vers les collectivités. Voilà, il y a tellement de choses à apprendre les uns des autres. Mais à part ça, il y a aussi du soutien, du coaching, rencontrer des experts. Donc, moi, il y a vraiment quelque chose qui me plaît dans le programme Passerelle, c'est que ils sont pas du tout en train de nous imposer un programme qu'ils ont conçu. Ils sont vraiment à l'écoute par rapport à notre besoin et là, à nous proposer des solutions. Et je trouve ça génial. Sans compter la proximité qu'on peut avoir avec la Banque des Territoires, parce que c'est justement un énorme acteur dans le domaine de l'éducation et du coup ça nous permet d'avoir une vision de ce qui est possible de faire. Voilà, je tiens que à remercier toute l'équipe Passerelle et on est hyper ravis, je recommande à tout le monde. Génial. Et toi Louis, pourquoi Passerelle? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu souhaites que ça t'apporte dans les prochains mois? Je crois que ça devienne vraiment une passerelle de l'expérimentation à l'industrialisation. Je crois que son nom est vraiment très très bien choisi. Aujourd'hui, on a, on va dire, des gros POC. Maintenant, pour vraiment avoir un réel impact, il faut pas qu'on soit sur 10, 20, 30, 50 cantines, mais une majorité. Et c'est ça qui nous intéresse et on pense que c'est la Banque des Territoires, Make Sense, qui peut nous permettre de passer cette étape.
Et l'étape aussi, j'imagine, peut-être aller de chercher du financement, parce que c'est vrai que d'avoir le soutien de 2 acteurs comme la Banque des Territoires et Make Sense, ça simplifie, on espère que ça simplifie peut-être les réponses d'appel à projet, les levées de fonds, etc., parce que c'est aussi un gage de confiance. J'imagine que c'est important pour tous les deux, cet aspect-là. Est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose que vous souhaitez dire à nos auditeurs ou auditrices qui sont des entrepreneurs, mais aussi des enseignants, des parents, des personnes du public, des personnes du privé, quelque chose sur Cantu, sur Maya, peut-être parler de l'international, je sais pas, on n'en a pas parlé, si vous avez des velléités en dehors de France, je sais pas, quelque chose qui vous vient à l'esprit sur Cantu ou sur Maya. Louis, quel est ton mot de la fin? Qu'est-ce que tu veux nous dire sur Maya en 2022? Que finalement, dans une semaine, on va voter. Et tous les 5 ans, on revote pour un président. Quand on mange, on vote 3 fois par jour. Tout à fait. On vote 3 fois par jour pour le monde qu'on veut. Parce que quand on mange, c'est notre corps, c'est notre santé, c'est notre éducation, mais c'est toute la filière agricole qui est autour. Et ça, vraiment, on vote 3 fois par jour. Et il faut se rendre compte de ça, et ça a de l'impact, énormément d'impact. Donc, au niveau individuel, au niveau de la restauration collective, il est énorme. 14 millions de personnes par jour, on peut vraiment créer des filières. Et voilà, peut-être un petit peu confus, mais je pense que chacun, au niveau individuel ou collectif, peut avoir un impact, et faut pas qu'on oublie. C'est raison de le rappeler avec des chiffres, parce que c'est vrai que même moi je pensais pas que ça représentait autant de personnes en France. Pardon, je t'ai coupé, Minache, vas-y, quel est ton mot de la fin sur Cantu? Je voulais rebondir exactement sur ce qu'il vient de dire lui, c'est que chaque personne peut avoir un impact dans la création d'un monde de demain qui s'approche de ce qu'on espère avoir. Donc nous, chez Cantu, on est convaincus qu'on peut construire une école de demain qui prend en compte les singularités de chaque personne. C'est vraiment une conviction qu'on porte. Et moi, je pense aussi que chaque personne peut contribuer à sa petite échelle. Donc, on a eu l'occasion récemment de travailler avec une enseignante qui était tellement engagée et qui a réussi à mobiliser, à trouver des ordinateurs, à trouver le moyen qu'on travaille ensemble. Et je me suis dit, waouh, une seule enseignante a réussi à avoir autant d'impact. Nous, chez Cantu, à notre petite échelle, on essaie de bouger les choses et on voit qu'il y a beaucoup de répercussions. Donc, j'invite chaque personne à réfléchir à ce qu'ils peuvent faire dans leur quotidien pour avoir un impact, pour construire les mondes qu'on souhaite avoir demain. Merci. Et si je peux garder juste encore un dernier petit truc à rajouter, je pense que Minache m'en avait pensé en parlant de ton enseignante. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est nous qui avons la parole, mais ceux qui travaillent et qui se lèvent tous les jours, c'est quand même les enseignants pour Minache, et nous, c'est des cuisiniers qui se lèvent à 5-6 heures du matin, qui font un métier énorme, qui est pas du tout valorisé comme les cuisiniers d'étoilés. Et je pense que c'est encore beaucoup plus important, la cuisine qu'ils font, que celle des étoilés. Et on a vraiment découvert toute cette fonction publique qui est gigantesque, et qui a beaucoup d'acteurs qui ont vraiment le sens du devoir, qui est assez impressionnant. Et ça, j'aimerais vraiment tirer le chapeau à ces acteurs de l'ombre, à qui on donne malheureusement rarement la parole, et qui font bouger la société. C'est vrai. Et je tire aussi mon chapeau à tous les deux pour ces échanges riches, honnêtes et inspirants. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de vos 2 projets et de votre vision surtout. Et c'était extrêmement inspirant. Je vous remercie et encore bravo à vous pour Passerelle, mais pour toute la suite qui arrive sur 2022 et les années qui suivent. Merci beaucoup. Merci. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast EdTech France, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter, 5 étoiles, et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter. Ce podcast vous est proposé par Maxime Maton et l'agence tech et créative Matoons.